Mérida, 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 tu te forces dans l'histoire comme ça. L'histoire d'aujourd'hui est centrée sur Arthur. Donc, ouais, le flashback sera donc sur le passé d'Arthur, comment il est arrivé un petit peu à sa situation. Et le présent, bah, ce sera en fait le présent d'il y a 6 semaines, où nos personnages sont dans la période qu'ils ont oubliée plus tard et tout. Donc, c'est intéressant de voir ça, et je pense vraiment qu'on aurait pu... on aurait pu faire des épisodes comme ça, sans nous faire le suspense. Oh, mais comment Emma a embrassé les ténèbres. Voilà, ça paraît un peu superflu, je le redis. C'est pas gravissime, je commence à m'y faire. Donc, le flashback sur Arthur commence où il est tout jeune, où il a entendu Merlin lui parler, parce que je pensais que Merlin était un arbre depuis pas très longtemps, mais il est un arbre depuis très longtemps apparemment, puisqu'il était tout jeune quand il était un arbre. Et donc ouais, Arthur dit que Merlin lui a promis qu'il deviendrait roi de Camelot, qu'il restaurerait ce royaume brisé grâce à l'épée Excalibur. Et donc on passe à plus tard où il retire l'épée de la roche très rapidement et se rend compte qu'elle est un peu brisée elle aussi, et ça va pas aider à reformer le royaume réellement, complètement, pour une raison X. Ça c'est le petit détail que j'ai un petit peu de mal à comprendre sur le principe. Est-ce que simplement porter l'épée fait de vous le roi et donc il n'y a pas de problème, on reconstruit, on n'a qu'un nouveau leader? Ou est-ce que vraiment porter l'épée entièrement, ça va provoquer une espèce de magie grandiose qui va tout reconstruire, tout sera joli, tout le monde sera heureux et tout? C'est pas clair, c'est pas clair à ce niveau-là. Mais étant donné que dans le reste du flashback, on a Arthur qui est complètement obnubilé, mais vraiment obnubilé par le fait de vouloir la reforger entièrement, l'épée, en étant à fond à la recherche de la dague du ténébreux. Ben, ça a l'air d'être plutôt parti là-dessus, surtout par rapport à comment ça se termine. Mais bon, Arthur, donc, est totalement obnubilé par son désir de reforger Excalibur, qu'il délaisse sa femme Guenièvre, et que Guenièvre commence un petit peu à se réconforter auprès de Lancelot. Et alors qu'il est sur une nouvelle piste afin de retrouver la dague, alors que c'est l'anniversaire de Guenièvre, celle-ci se dit merde, on sent que c'est devenu son obsession, je vais utiliser un autre moyen pour trouver la dague pour lui afin que ça cesse. Et donc elle utilise le fameux gantelet qu'elle a trouvé je sais pas où, qu'on a vu avant, donc le fameux gantelet qui permet de repérer la faiblesse de diverses personnes. Et elle s'est rendu compte que oui, cette dague c'était devenu la faiblesse d'Arthur. Et Lancelot décide de l'accompagner. Il passe par différentes épreuves. Il trouve le fameux seau du ténébreux qui mène à une espèce de caveau où il tombe sur une espèce d'ombre machin truc chouette qui s'attaque à Lancelot, mais Guenièvre le sauve, et c'est là qu'il y a un petit moment intime entre eux où elle se dit ah, il faut plus refaire ça et tout. Et après ça, ils finissent par trouver la dague du ténébreux cachée dans une espèce de socle magique ultra puissant que apparemment on peut pas atteindre comme ça. Et ça qui me laisse me demander pourquoi il a pas laissé là sa dague tout le temps, le ténébreux. Mais bon, donc ouais, ils essayent de la prendre, la dague, mais le ténébreux apparaît pour leur dire bah non, ça va pas marcher. Donc Rumpelstiltskin. Donc, ce qui me fait revenir un petit détail de ce flashback que j'ai pas très bien compris, que j'ai trouvé très maladroit. Dans le flashback, c'est dit 5 ans plus tôt. Alors, non, c'est pas 5 ans plus tôt. 5 ans plus tôt, c'était genre la fin de la malédiction, quoi. C'était vers la fin de la malédiction lancée par Regina. Donc normalement, ils sont complètement figés à ce moment-là, les gens de Camelot. Et surtout, Rumpelstiltskin n'est pas du tout censé être dans la forêt enchantée à ce niveau-là. Donc, c'est pas 5 ans plus tôt, c'est 5 ans plus 28 ans plus tôt. C'est il y a 33 ans. C'est ce que vous auriez dû dire. Le petit détail, vous faites gaffe quand même au fait qu'il s'est passé 28 ans. Il y a eu toute une période de blocage de 28 ans. Essayez de les prendre en compte, s'il vous plaît, les gars. S'il vous plaît. Donc ouais, un petit détail, histoire de dire. Donc Rumpelstiltskin, bon, on va pas leur accorder de prendre la dague, évidemment. Et
il leur propose, en échange du gantelet magique, de leur donner une espèce de poudre spéciale, la poudre d'Avalon, pour donner l'illusion que l'épée sera réparée. Ça peut donner l'illusion que tout peut être réparé. Ce qui sera pris de façon, dans un sens très très général et très, ça arrange bien le scénario dans la suite. Mais ouais, c'est ça le principe. Voilà, ça amène un petit moment de dialogue très intéressant où Rumpelstiltskin dit si une femme est prise entre son devoir et ses désirs, et ça a de grandes chances de mal se finir, je sais de quoi je parle. Il fait clairement allusion à sa première femme. C'était un petit moment assez joli à ce niveau-là, relativement subtil. J'ai bien aimé ça. Donc Guenièvre accepte le marché, elle prend la poudre d'Avalon. Et alors qu'elle dit au revoir à Lancelot qui, je sais pas, se sent mal de son geste et qui décide ah, c'est bon avec ce que j'ai fait, je peux pas rester, je pars. Et j'imagine que c'est là qu'elle va rencontrer Blanche-Neige, le prince charmant et il va y avoir leur histoire, etc. Et elle décide de rentrer auprès d'Arthur, mais décide de pas lancer le plan qu'elle a mis en place, c'est-à-dire de restaurer l'épée et de lui dire tout simplement la vérité. Je voulais faire ça, mais je veux pas que ce soit factice. Je veux pas que ton amour pour moi revienne de façon factice. Je veux vraiment que tu m'aimes vraiment, vraiment, réellement. Et Arthur se dit non, ça, je peux pas faire ça. Il a tellement succombé à sa quête insensée qu'il a un peu perdu la tête. Il se dit non, je peux pas faire ça, il faut impérativement la dague, et j'ai besoin de toi, j'ai besoin que toi et le royaume y croyez. Donc il décide de lui piquer la poudre pour la réparer selon son esprit. Alors c'est le ta gueule c'est magique de l'épisode que j'ai un petit peu de mal à gober, je vous le cache pas. Mais ouais, donc en utilisant la poudre sur elle, donc il lui donne l'illusion qu'elle va bien et donc elle est réparée en apparence selon son esprit en croyant que ce qu'il fait est juste à Arthur et que Lancelot est un sale con qui n'aurait pas dû faire ça. Et il décide de faire la même chose sur le royaume qui donne l'impression d'être donc très joli, rebâti et tout le monde a l'impression d'être heureux de vivre bien, ce qui en soi est... Vous savez quoi, avoir cette fausse impression, ça devient presque vrai. Si pendant une vingtaine d'années vous êtes persuadé que vous vivez bien, que vous avez l'illusion de bonheur et que vous vivez dans cette illusion tout le temps, en œuvrant pour le bien de votre royaume, en étant heureux et tout, ben, c'est comme si vous l'étiez, j'ai envie de dire presque. C'est pas pour défendre Arthur là-dessus, ce qu'il fait c'est très égoïste et ouais, il a une espèce de folie des grandeurs très sournoise qui s'est instaurée chez lui, qui est très discutable, qui en fait quelqu'un de très gris. À nouveau, je pense pas que ce soit un méchant, il pense vraiment faire ce qui est juste, mais il a cette illusion des grandeurs, le fait de vouloir se montrer être un grand roi par rapport à ses origines modestes qui le portent mal, qui le prennent mal. Et ce qui est beaucoup mieux fait que Zelena, je trouve. Sincèrement, je trouve que c'est beaucoup mieux fait que Zelena. Donc c'est très intéressant. C'est juste que, ouais, cette espèce de poudre magique qui change les gens comme on le souhaite, en leur donnant l'illusion d'être réparés, guéris. Mais selon le bon vouloir de la personne qui lance le truc, c'est vachement fortiche et c'est très générique quand même. Hein. Ça marche pour beaucoup de trucs, ça va marcher plus tard de façon encore plus... bizarroïde, ta gueule c'est magique, que j'ai un peu de mal à gober un petit peu malheureusement. C'est le gros problème que j'ai avec cet épisode. C'est un peu dommage, mais ouais, sur le principe, j'aime bien où ça va. À ce niveau-là, c'est-à-dire c'est quelqu'un pris par son illusion de sa folie des grandeurs, qui pense tout de même au bien de ces sujets, qui se dit pas ah ouais, ces gens-là devraient me considérer comme un dieu, je les vois de haut. Non, il essaye, dans son esprit, c'est vraiment... il pense vraiment faire ce qui est juste, pour lui comme pour les autres. C'est ça que j'aime bien avec ce personnage. C'est comme pour Peter Pan, c'est une vision très pervertie du personnage, mais qui en conserve la mentalité de départ. Et c'est ça que j'aime beaucoup. Vraiment, j'aime beaucoup avec ce personnage d'Arthur. J'espère que ce sera bien géré par la suite, mais pour l'instant, je suis plutôt pris dans ce personnage, dans cet antagoniste. Donc, dans le présent, il y a 6 semaines, Emma est une fois de plus attirée par sa dague
et il a sa voix dans sa tête qui lui dit prends-la, prends-la, prends-la. Mais bon, elle s'est fait vite arrêtée par Regina et compagnie, et Killian se dit ok, je vais essayer de l'aider à mieux accepter ça, à mieux gérer le fait qu'elle a des voix dans sa tête et à mieux se calmer. Donc ça amène un petit moment plutôt mignon où d'une part elle découvre que Henry a un petit béguin et où Killian essaye de lui faire profiter des joies simples de la vie en faisant une balade à cheval, et ça la calme un petit peu à ce moment-là. Ça a l'air bien parti, seulement ça ne va pas être si bien parti que ça parce que le scénario central de l'épisode c'est autour de Arthur et la façon dont ça va jouer entre lui, Blanche-Neige, David et Lancelot. Donc, David discute avec Arthur, qui lui parle d'Excalibur, l'épée brisée, et qui lui dit que s'il retrouvait le morceau manquant de la dague du Ténébreux, il pourrait donc la reformer entièrement et débarrasser le monde des ténèbres. Et David a l'air plutôt emballé par l'idée et vient en faire part un peu à tout le monde. Et il y a une petite dispute qui se crée alors entre lui et Blanche-Neige parce qu'elle a parlé à Lancelot qui lui a dit d'une part un truc que j'ai trouvé très facile et un petit peu mouais, le fait que Lancelot s'en est sorti parce que il a blousé Cora. C'est tout ce que ça dit, quoi. Hein. Il a fait croire à Cora qu'il était mort. Ok, wouh. Et quand vous êtes revenu dans le camp en voyant son cadavre, vous vous êtes pas dit, ouais, et il s'est pas dit, Lancelot, ouais, je vais peut-être leur dire que je suis pas mort. Non, non, je vais rester là comme un cadavre. Non, bien sûr, bien sûr. Donnez-moi une meilleure excuse que ça, s'il vous plaît. Parce que si c'est ça l'excuse, c'est de la merde. Je vous le dis tout de suite. C'est tout ce que ça veut dire. Oh, il a blousé, c'est bon, il a envie. Mais ça, j'espère revoir Lancelot, mais qu'on me donne une vraie excuse à ce qu'on le revoie pas en balançant une connerie comme ça à la vite, histoire de dire c'est bon, il réapparaît, c'est un personnage important. Non, non. Donc, ouais, j'espère. J'ai beaucoup de doutes que ça se fera, mais j'espère qu'ils vont donner une meilleure excuse à il a réussi à la blouser, il a trouvé un moyen, que vous irez un petit peu dans le détail, s'il vous plaît. Mais donc, ouais, ça crée une espèce de dispute entre David et Blanche-Neige, où David se dit, ouais, mais qui est-ce qui nous dit que Lancelot dit la vérité lorsqu'il dit que Arthur a viré Maléfique un petit peu et qu'il ne faut pas lui faire confiance. Donc il y a cette petite dispute-là et ça amène à une succession de scènes où tout de suite on voit David qui essaye de quand même dire la vérité à Arthur malgré le fait que Blanche-Neige lui dit non, dit ouais c'est bon, rassurez-vous, il y a Lancelot qui est réapparu et je sais qu'on m'a pas dit de vous le dire, mais pour moi c'est très important que vous sauviez ma fille au plus vite. Et Arthur et Guenièvre qui passaient par là, Guenièvre qui passe par là, qui est avec lui, se disent ouais maintenant c'est super, il faut arriver à faire ça vite. Et Lancelot est un vrai danger et tout ça. Et alors que David s'apprête à leur rendre la dague, à leur donner la dague, elle n'est plus dans le petit fourreau qui la contient, la petite boîte qui la contient. Et il se dit oh zut, je me suis fait avoir par Blanche-Neige. Blanche-Neige qui a donc le couteau qu'il a amené à Lancelot qui crèche dans le bar de Mergrand. C'est une chance que ce soit pas à plusieurs jours de marche de Camelot, hein, ça tombe bien. Donc il décide d'aller, tiens, il faut trouver une meilleure cachette. Si on allait la cacher là où vous l'avez trouvé avec Guenièvre, donc le fameux caveau du Ténébreux, donc qui s'y rendent, ils s'apprêtent à le mettre, mais Arthur a vite retrouvé leurs traces et menace de tuer Lancelot si Blanche-Neige ne donne pas la dague à Arthur pour qu'il complète son épée et qu'il assouvisse son rêve, sa folie des grandeurs et tout ça. Oui, on sent vraiment qu'il est tellement pris par sa soif de pouvoir, de reconnaissance en tant que roi que ça lui est trop monté à la tête. Mais grand rebondissement, il s'avère que ce n'était pas la vraie dague et que depuis le début, il s'est fait mener en bateau par David et Blanche-Neige qui ont un peu passé un test pour voir comment c'était. Et le test, Arthur l'a complètement foiré et il se fait avoir, il se fait capturer. Et ils reprennent l'excalibur manquante en se disant ouais, on va peut-être arriver à faire quelque chose. J'ai trouvé ça très intelligent parce que je me suis dit c'est quand même qu'il aille jusque-là, parce qu'il n'est pas d'accord avec Blanche-Neige. J'ai trouvé ça un petit peu rapide et tout de la part de David, mais non,
C'était un plan élaboré, j'ai bien aimé ça, c'était plutôt intelligent à ce niveau-là. Seulement voilà, alors qu'ils s'apprêtent à réfléchir sur quoi faire d'Excalibur, peut-être l'utiliser pour sauver leur fille, mais pas sans entrer dans les plans d'Arthur. Toute l'armée du roi Arthur est regroupée autour du bar de Mergrand, et donc ouais, ils sont encerclés, ils peuvent rien faire. Il y a Guenièvre qui arrive, Lancelot essaye de la convaincre. Il force pas un baiser ou quoi que ce soit, alors qu'il aurait pu le faire et ça l'aurait libéré de ce sort magique, mais non. Et donc elle décide de libérer Arthur. Et parce ils ont tous l'illusion que tout va bien avec lui. À nouveau, bizarroïde. Mais ce qui est le plus bizarroïde, c'est que maintenant que tout le monde s'est fait capturer, que Lancelot est mis au cachot, David et Blanche-Neige se font saupoudrer de la poudre d'Avalon. Putain, il en avait beaucoup, quoi. Arthur, il en a quel stock, parce que je veux dire, il a réussi à réparer tout un royaume, tous ses habitants, en plus de sa femme, à lui réparer dans un sens très large. Et il en reste encore pas mal, donc donc il utilise la poudre, et ça répare David et Blanche-Neige selon ce qu'on a envie. Ouais, enfin ça donne l'illusion que c'est réparé, c'est-à-dire ils ont l'illusion de croire que Arthur fait ce qui est juste. Mais voilà, c'est pas avoir l'illusion d'être réparé, c'est être hypnotisé, c'est un truc comme ça, c'est pas avoir l'illusion d'être réparé, l'interprétation de cette poudre, de la magie de cette poudre est un peu trop large pour moi, c'est surtout avec ça, quoi. Mais donc voilà, ils ont l'illusion que Arthur est juste. Maintenant. Donc ouais, ça a l'air d'être bien parti pour qu'il fasse ce qu'il a envie de faire, c'est-à-dire donner la dague à Arthur pour qu'il reconstitue Excalibur, qu'il assouvisse ses envies pas très catholiques, et que ce soit la raison pour laquelle Emma finira par embrasser son côté ténébreuse. Je sens tellement que ça va être ça, quoi, maintenant que David et Blanche-Neige sont en mode ouais, Arthur est juste, Arthur est bon, Arthur est la voie qu'il faut suivre. Ça sent tellement la raison pour laquelle Emma se sentira trahie et tout, et je me dis vraiment tu pouvais pas, à aucun moment tu t'es dit ouais ils ont peut-être été manipulés, et donc ouais ça explique toujours pas pourquoi elle tenait à ce qu'ils aient leur mémoire effacée. À nouveau, il y a encore énormément de blanc dans cette espèce de mystère du futur à combler. Et j'en sais rien, j'ai du mal à voir comment certains d'entre eux seront bien gérés. Malgré ça, j'aime bien cet épisode sur pas mal de points. J'aime la psychologie d'Arthur, même si ça manquait un peu de subtilité à 2-3 moments, mais j'aime bien la psychologie d'Arthur à ce niveau-là. Ça me rappelle pas mal Peter Pan, comme je l'ai dit, de façon... c'est-à-dire, on reprend le mythe du personnage avec ses motivations de base, mais de façon beaucoup plus viciée. Et c'est très intéressant comme approche. Donc j'aime bien ça. Et il y a pas mal de choses. J'ai beaucoup aimé le plan, la manipulation de Blanche-Neige et David là-dessus. Je trouvais plutôt joli le moment entre Kylian et Emma aussi. Il y a pas mal de trucs qui étaient bien. Bon, il y a un petit truc à redire à la toute fin qui... je sais pas si ça va être bien ou pas, donc j'hésite encore à qualifier ça d'une bonne chose, d'une mauvaise chose. Donc, lorsque Lancelot est enfermé, il est enfermé aux côtés de Mérida. Voilà, Mérida a été capturée par Arthur durant la semaine qui a suivi le fait qu'elle a quitté Emma, ce qui laisse supposer que Arthur serait la personne responsable du kidnapping de ses frères. C'est lui qui serait responsable de ça. J'ai un peu de mal. J'ai un peu de mal avec ça parce que là ça donne plus l'impression qu'Arthur est juste un méchant si c'est le cas. Donc je sais pas, j'espère qu'il y a une meilleure raison à ça que j'ai kidnappé tes trois frères pour pas que t'aies le pouvoir parce que j'ai décidé d'être un connard juste pour le plaisir. Je sais pas trop.
Et non, j'espère que c'est pas ça, quoi. J'espère qu'il y a une meilleure raison à pourquoi elle est enfermée par Arthur. D'ailleurs, en parlant de Mérida, elle réapparaît à la toute fin, puisque on revient à notre présent, 6 semaines plus tard, où alors que Emma décide de faire de Rumpelstiltskin un héros, alors qu'il a pleinement souvenir de tout ce qu'il a fait en tant que ténébreux et tout, je me suis dit ouais, peut-être le fait qu'il a le cœur neutre, etc., peut-être qu'il se souvient plus de son passé ténébreux, et peut-être qu'elle va le façonner pour ça. Non, il se souvient très bien de son passé en tant que ténébreux, donc je sais pas pourquoi c'est lui qui devrait absolument être façonné pour être un héros, afin qu'il sort l'épée pour toi. Et Emma décide, maintenant que Mérida est à Storybrooke et qu'elle la tient, hein, et elle l'a capturée, de lui prendre son cœur pour la manipuler et se servir d'elle pour faire de Killian, de Rumpelstiltskin, un héros. D'ailleurs, ça m'amène à la toute dernière réplique de fin que j'ai trouvée. J'ai, ouais, après c'est vraiment en anglais là, hein, ça c'est dans la VO, très sincèrement. Donc, alors, en gros, ce qu'elle dit en français, c'est j'ai besoin que tu le transformes en quelqu'un comme toi, et j'ai besoin que tu le rendes courageux, brave. Brave, qui est donc le titre du film Rebelle, hein, en VO. Et, et j'en ai déjà parlé, me semble-t-il, ou pas. Non, non, il me semble que je l'ai zappé ça. Donc ouais, le titre français de Brave, Rebelle, est pour moi 100 000 fois plus descriptif de ce qu'est réellement Mérida. Mérida n'a pas plus de courage que n'importe quel autre héros ou héroïne Disney. Je vois pas en quoi elle a un courage particulièrement supérieur à d'autres personnes. Surtout à certains moments. J'appelle pas ça du courage, quoi. Par contre, rebelle, ça lui correspond parfaitement, et pas forcément dans un sens positif. Donc ouais, de toute façon, je pense que c'est un truc sur lequel j'aurai l'occasion de m'étendre lorsque je ferai la critique du film. Mais voilà, c'était une référence très forcée au titre du film, et ouais, c'est pas quelque chose qui décrit Mérida pour moi. En tout cas, pas dans le film animé, et étant donné qui donne l'impression que ça reprend à peu de choses près la même histoire de base que le film animé, à partir duquel ils ont fait une suite où son père est mort et ses frères ont été kidnappés. Donc ouais, tous les personnages chiants meurent, c'est super. J'exagère, le père de Mérida est pas mauvais non plus. Mais ouais, je sais pas trop quoi. La façon dont est incorporé Mérida pour l'instant, je veux dire, le feu follet, cette espèce de délire, comme quoi il y a besoin d'un feu follet pour retrouver Merlin, ça n'a pas amené à grand chose. J'ai pas bien compris ça. Tout ce passage où elle va être en coalition avec Lancelot, ça amènera peut-être à quelque chose. Et cette espèce de besoin de faire d'elle le catalyseur pour faire de Rumpelstiltskin un héros, j'ai du mal à comprendre en fait. J'ai du mal à comprendre le délire d'Emma à la fin sur le fait qu'elle veuille transformer Rumpelstiltskin en héros. Pourquoi lui? Pourquoi utiliser Mérida particulièrement? Je ne sais pas. Je n'en ai pas la moindre foutue idée. Et j'ai le sentiment que c'est pas super réfléchi tout de suite. Peut-être que ça me donnera tort, je ne demande que ça, mais ouais, l'inclusion de Mérida dans cette histoire, je sais pas quoi en penser pour l'instant. Je trouve pas que ça vole très haut. Pour le moment, peut-être que la suite me donnera tort, hein. Donc c'est pour ça que je peux pas dire que c'est mauvais ou pas, parce que je sais pas quoi en penser là. Mais oui, en dehors de ça, oui, c'était un bon épisode. J'ai pas aimé le ta gueule, c'est magique autour de la poudre d'Avalon, que j'ai trouvé ça un peu trop gros. Mais c'est un bon développement intéressant autour des personnages d'Arthur, de Blanche-Neige et David. J'ai bien aimé ça, et j'espère que ce sera bien suivi par la suite. A bientôt pour l'épisode 5. Ciao!